Aquila Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. Nous sommes en direct dans le centre de la France, à Lurcy-Lévis, au Street Art City. Aujourd'hui, nous rencontrons Pink, qui pourrait peut-être se définir comme une poétesse amoureuse enragée d'humanité. Elle fixe l'état du monde entre poésie, imaginaire et parfois triste réalité. Lucide et humaniste, elle cherche la lumière dans ce monde étrange, sombre, malade, comme pourrait le définir le cinéaste David Lynch. Toujours en lutte ou dans la joie, ces personnages ne se résignent pas, ils sont présents dans l'arrogance d'être en vie. Et alors, tout est encore possible. Nous vous accueillons, avant de débuter cet entretien avec Pink, et bien par le groupe qu'elle forme, avec Bonnie and Clyde, et le titre Échappée belle. Ah, que la Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir, et vous souhaite la bienvenue. Je suis suspendu à tes lèvres de papier, en relief sur ce canevas d'idéaux brisés. Combien de fois en apnée ton regard croisé, je me dis, ce jeu mérite un baiser. Sans reproche ni peur, je suis aux portes du bonheur. Sans relâche ni torpeur, je me distrais de cette langueur. Tes regards se posent en écoutant ta voix. Je jubile fébrile en suivant tes pas. Esquisse de rêve doux et sans émoi, libère cette pudeur qui ne te ressemble pas. Je me suis amusée à compter les jours, sans nul égard ni détour. Pourquoi faire durer cette souffrance? Toujours cet espoir d'étreinte, d'abondance. Je me soumets à tes envies, sans pour autant te dire oui. Tu me regardes avec mépris, je te réponds quelle folie. Tes regards se posent en écoutant ta voix. Je jubile fébrile en suivant tes pas. Esquisse de rêve doux et sans émoi, libère cette pudeur qui ne te ressemble pas. Je prends un aller simple pour la luxure. Tant attendu dans le creux de ta morsure. Alors qu'en est-il de cette délivrance? Aux subtiles et exquises dépendances. Dépendance, 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 dépendance. Des regards se posent en écoutant ta voix. Je jubile fébrile en suivant tes pas. Esquisse de rêve doux et sans émoi, libère cette pudeur qui ne te ressemble pas.
se pose en écoutant ta voix. Je jubile fébrile en suivant tes pas. Tes regards se posent en écoutant ta voix. Alors c'est parti Oh, tu pourras couper des trucs, s'il y a des trucs. non, je mets tout, moi, je mets tout complètement. C'est pas vrai, on mais si, oui, okay. bien sûr. C'est comme dans la vie, on garde tout comme dans la vie. Alors je suis très heureux, on est toujours dans ce lieu complètement dingue, qui est le Street Art City, et on est avec une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pink. Alors je sais pas si c'est pour l'occasion ou quoi, mais elle a une super doudoune un peu militaire, et puis autour, enfin je veux dire, il y a de la fourrure rose qui est là, voilà. Alors moi j'aimerais savoir, parce qu'il y a un univers très particulier, et l'enfance, en tout cas, ce qui est présent là, et peut-être dans beaucoup d'autres œuvres que tu crées, il y a l'enfance qui est très présente. Alors on va revenir à l'enfance. Quelle était la présence de l'art au sens large du terme? Où as-tu grandi? Et puis, est-ce qu'on avait l'habitude de t'emmener justement dans un lieu d'exposition, au cinéma, à la bibliothèque? Comment ça se passait cette enfance-là, et dans quel lieu, Pink? Alors, pas du tout, parce que moi, j'habitais en milieu très rural. Et donc, on n'a pas forcément accès à la culture. Voilà, c'était pas si simple que ça. Il fallait faire pas mal de bornes pour y aller. Donc en fait, je pense que je me suis construit... Un lieu à peu près géographique, à peu près, qu'on ait une idée du lieu. Dans l'Est, j'étais dans un petit village de Haute-Saône, donc tout petit, il y avait une 100aine d'habitants. D'accord. Donc là, il n'y a pas de bibliothèque, il y avait des vaches alors ou pas? Comme nous en Normandie, non? Il y avait des vaches ou pas autour de toi? Oui, il y avait des vaches. Oui, il y a pas mal de vaches. Et en fait, je pense que je me suis construit un petit peu toute seule à travers mon imaginaire, et puis les films, la musique, beaucoup la musique. Parce que chez moi, on écoutait beaucoup de musique. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'on écoutait à la maison comme musique? Alors, c'était forcément la musique de mes parents. J'ai écouté Bécassine, j'ai écouté toutes les chansons de l'époque. Mais tes parents, toi, est-ce qu'ils avaient des artistes préférés? Par exemple, Simon & Garfunkel, super. Voilà, et beaucoup d'autres aussi. Et c'est vrai que on en a fait aussi, puisque mes parents, vu qu'on n'avait pas accès à la culture, nous ont permis quand même de pouvoir acheter des instruments. Le prénom de tes parents? Alors, c'est Monique et Maurice. Bon, voilà, donc super. Les deux Momo. C'est pas rien justement de lancer les enfants vers une trajectoire entre guillemets musicale ou artistique, peu importe, mais en tout cas quelque chose qui c'est beaucoup plus facile que de rester à la maison devant une télé. Donc c'est déjà magnifique ce qu'ils ont fait là. Donc toi et ta sœur, donc ils vous emmènent dans quelle direction musicale là? Quel instrument? Alors en fait, ils nous ont laissé le choix très clairement, et donc moi j'ai commencé par la trompette. Donc j'ai pu arborer différents styles, puisque j'ai fait du jazz, j'ai fait de l'orchestre d'harmonie, j'ai fait... Ah oui, donc hyper sérieux, c'est pas juste un petit peu. Non, parce qu'on a pris des cours. Ils nous ont fait prendre des cours pour qu'on puisse se faire plaisir aussi. Puis on jouait aussi en famille, et c'est un peu parti de là. Et ma maman adorait le dessin. Ah. Et elle nous a aussi un peu beaucoup initiés. En tout cas, elle nous montrait comment elle faisait. Je pense que c'est un petit peu le virus qui a pris. Et moi, dès le parcours collège, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon professeur d'art plastique... Il s'appelait comment? Patrick. Non, mais c'est important. Patrick Maillard. Les personnes qui sont sur nos chemins là. On l'appelle Patou. On voit sur un tableau d'ailleurs, ce qui est pas rien. On voit, c'est un hibou, c'est une chouette. C'est une chouette. Qu'est-ce qu'elle a entre le bec? Elle a une clé. Oui. Et c'est un peu les personnes qu'on rencontre dans nos vies au fur et à mesure, et qui ont ces clés et qui font ouvrir des portes, et qui une autre porte. Donc c'est exactement pas rien, ça qui s'est passé. Ouais. Et il m'a dit, il faut que tu continues, parce que tu as du potentiel et ce serait dommage de t'arrêter là. Et effectivement, moi, je n'avais pas forcément d'envie particulière de métier. Alors, je me disais que artiste, c'était peut-être un peu utopique au final, et que ce n'était pas vraiment un métier, parce qu'à l'époque, on ne disait pas que c'était un métier. Et malgré tout, j'ai continué. J'ai été formée plus... sur tout ce qui était conception d'affiches. D'accord. Mais alors, on va peut-être un peu... Donc, on passe ton bac d'abord, quand même, non? Oui, quand même. Je l'ai eu. Et donc, après, une école, alors?
c'est ça ? Oui, j'ai poursuivi. Est-ce qu'on quitte son petit village de 100 habitants là, pour aller dans une école spéciale après du coup J'étais interne du coup très tôt. Ouais, très tôt, ouais. Voilà. Ouais. Et ça fait du bien aussi de sortir du cocon familial et puis de découvrir aussi l'accès à la culture dans des villes qui sont beaucoup plus grandes, puisque en l'occurrence j'étais à Besançon. Et Besançon, là, on a une ouverture culturelle qui est très importante, autant musicale effectivement que artistique. Donc du coup. Alors cette école, c'était quoi son nom à cette école ? Alors moi j'ai fait un parcours au lycée Pasteur. C'était les fameux bacs à l'époque technologique qu'on appelait technologique et qui était art appliqué à quelque chose. Donc moi j'ai suivi plutôt une voie communication visuelle. Donc tout ce qui a trait à la publicité, les réclames de l'époque, faire des affiches, des affiches, des logos, des illustrations, enfin voilà. Et puis après j'ai enchaîné sur un BTS donc pour clôturer ça, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur après puisqu'on est censé travailler en agence de com. Ouais. Et pour moi il y avait trop de règles, j'avais pas suffisamment de liberté. Alors, où est-ce qu'on va trouver sa liberté, Pink, alors ? J'étais la chercher toute seule. Toute seule, ouais. Dans mon métier d'artiste, là, maintenant, je suis libre. D'accord. Oui, mais alors, ce qui est pas rien, parce qu'il faut affirmer quelque chose, donc sa sensibilité, bien évidemment. Ouais. Et comment on peut... Comment d'abord on continue à créer ce qu'on a à l'intérieur de soi et puis surtout le montrer aux autres, bien évidemment aussi le communiquer, le vendre et puis aussi on va aborder aussi le graphe bien évidemment, mais c'était quoi avant le graphe Alors, tout ce parcours-là? Moi, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était expression libre sur les murs. Moi, les graffitis dans les villes, les gens qui osaient poser des pochoirs, les affiches qui étaient placardées aussi. Alors, est-ce que t'en croisais de ces artistes-là ou c'était déjà trop tard, ils étaient déjà partis en courant et il n'y avait plus que leurs traces? Ou tu as pu en rencontrer, c'est un peu mis la tête en feu aussi, tout ça là? Alors non, j'en ai pas rencontré malheureusement. C'était toujours terminé avant que j'arrive. Et je me suis dit, mais en fait, la liberté, je la retrouve là. C'est là qu'il faut aller la chercher. C'est pas demander l'autorisation de faire quoi que ce soit. Et c'est à partir de là où j'ai pris conscience qu'effectivement, le graffiti était un mode d'expression. Et puis qu'à travers ça, on allait tous chercher notre liberté qu'on n'a pas forcément dans différents boulots. Ou autre. Bon, alors qu'est-ce que c'était que s'acheter ses premières bombes? Alors, je sais pas comment le terme, c'est correct, c'est ça? C'est les bombes de peinture, on en dit comme ça? Ou c'est quoi le autre terme? On appelle ça spray. Spray, voilà, des bombes de peinture. Mais moi, je suis d'une génération où ça n'existait pas encore. C'est-à-dire qu'on utilisait des sprays de voitures. Donc pour peindre les voitures. Et on faisait avec ce qu'on avait. Donc ce n'était pas des outils hyper précis et hyper qualitatifs. Mais cette technique, cet apprentissage, comment on se l'approprie ça? Parce que finalement, c'était en dehors des cours que tu avais connus, là, cette nouvelle pratique d'une forme de peinture. Hein. En fait, on s'essaie. J'ai fait des essais sur des morceaux que je récupérais. Alors, c'était pas convaincant, donc j'ai un petit peu laissé tomber pendant un moment. Et puis, quand j'ai eu mes enfants, c'est là où je me suis dit, mais il faut que tu y retournes, il faut que tu cherches, il faut que tu approfondisses. Et c'est là où je m'y suis vraiment mis et que j'ai décidé effectivement que j'avais trouvé mon moyen d'expression à travers notamment le pochoir, mais pas que. Et que j'ai trouvé mon... Mais c'est venu sur le tard. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, donc c'est d'abord des pochoirs. Oui. C'est ça que tu prépares à l'avance. Là. Ouais. Donc on explique un peu. Finalement, explique-nous ce que c'est qu'un pochoir pour les personnes qui sont... Alors en fait, un pochoir, c'est un support où on évide les parties qu'on va peindre. Voilà. Donc par exemple, quand on veut représenter quelque chose avec 4 couleurs différentes, on est obligé de découper un pochoir par couleur. Voilà. Et on évite à chaque fois les différentes zones qu'on peindra après pour faire réapparaître en fait la totalité des 4 couches. Voilà. Bon, super technique, c'est hyper important. Il y a donc les pochoirs, mais après, on est ici donc au Street Art City. Le côté d'après de bomber les murs, ça viendra après, quelques temps après ou pas du tout? C'est pas ta technique à toi. Quelle est ta technique, la tienne? La dimension, je l'ai eue très vite.
je trouvais que la toile était trop petite à mon goût. J'avais toujours cette envie chevillée au corps de liberté. Et je me disais, mais pourquoi se limiter à une toile qui fait une dimension qui nous est imposée quelque part. Et moi, j'avais envie de plus, j'avais envie de plus grand, j'avais envie de voir quelle réaction aussi ça pouvait provoquer chez quelqu'un qui passait et qui, comme moi, avait vu des graffitis, des grandes affiches et des enseignes publicitaires qui étaient peintes au mur, des trompe-l'œil de l'époque. Et je me disais, mais moi, c'est ça, je veux voir en fait l'art en grand. Voilà. Et c'est à partir de là où j'ai creusé encore davantage et je me suis lâchée sur les supports. Voilà, donc je suis passée au mur. D'accord, directement au mur après. Donc, est-ce qu'entre-temps, il y avait justement cette révolution des bombes là, ou des sprays là. Est-ce que du coup, ça y est, c'est intégré, c'est devenu dans la culture il y a des commerçants, des fabricants qui ont réfléchi, ils ont dit là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il faut absolument qu'on mette des produits pratiques. Tout à fait. À l'époque, je crois qu'il y avait Jeff Aerosol, lui, il a d'abord utilisé des vieilles bombes de peinture, mais après, pour carrosserie. Et après, en fait, effectivement, quand il y a eu l'essor dans les années 80, on a vu apparaître effectivement ce genre de bombes beaucoup plus adaptées et puis avec des pressions différentes. Et c'est ce qui a permis aussi de faciliter en fait la réalisation et puis de faire évoluer notre pratique. En fait. Parce que, alors, on veut créer un monde, on a un monde en soi, on veut le mettre sur ce fameux mur, mais encore une fois, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu veux exprimer? On voit qu'il y a une petite fille, là, sur différents tableaux, en tout cas, il y a la présence de l'enfance. Alors là, on voit juste ça, je sais pas. C'est quoi les premières choses que tu as voulu exprimer? En fait, chez moi, il y a une espèce de dualité qui cohabite. Et donc, il y a le côté très engagé, très underground, très punk, puisque j'ai fait partie d'un groupe de punk, de musique. Alors, quel nom? Les Mulets Roses. on reste dans le pink, hein? Tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que mon blaze, maintenant, c'est pink. Au niveau artistique, au niveau peinture. Et il y a le côté qui est contrebalancé par le côté davantage poétique, écriture de chansons françaises, où là, on fait passer plus les émotions. Et en fait, à travers, moi, mes toiles, j'essaie de raconter une histoire qui mélange, en fait, cette brutalité, cet engagement compensé par la douceur et l'émotion de la poésie. Voilà, tout simplement. On a peut-être quelques extraits. C'est dommage. Il y a 1 an ou 2 ans que tu as fait il y avait un espace qui t'était dédié complètement, là, qui s'appelait Instemporel. Oui. Alors, c'est ma première exposition à Street Art City en solo. D'accord. Où là, j'ai pu travailler toute la scénographie de l'exposition sur le thème donc de l'Ankou, puisque j'ai... De l'Ankou ? De l'Ankou. Qu'est-ce donc que l'Ankou ? Alors, l'Ankou, c'est le serviteur de la mort. Ah voilà, d'accord. Voilà. Ouais. Et normalement, il est censé en fait transporter les âmes et les libérer du corps. Voilà, donc c'est son travail. Et j'avais traité ce thème-là. Mais l'Ankou, excuse-moi, l'Ankou, ça vient de quelle origine? Enfin, c'est dans... Ça vient de Bretagne. De Bretagne, d'accord. Ouais, okay. C'est une légende. Une légende bretonne, d'accord. Voilà, une légende bretonne. Et en fait, j'ai voulu réinterpréter cette légende à travers quelque chose de beaucoup plus poétique et pouvoir dire aussi que peut-être que le passage de la vie à la mort, ce n'était qu'un nouveau voyage qui pouvait être... on pouvait se faire accompagner par justement une petite fille qui nous fasse passer ce moment plus en douceur et qui avait justement la clé d'un autre monde qu'on ne connaît pas puisque nous sommes toujours vivants. Mais voilà, moi j'ai voulu essayer de vraiment relativiser ce passage à la mort qui est censé nous faire peur. Et dans la légende de l'Ankou, justement, c'est vraiment un vieil homme décharné qui fait peur et on se dit mais on va se retrouver où ? Et j'ai voulu réadoucir et réinterpréter cette histoire, enfin cette légende. Dans ton travail, il y a beaucoup de personnages ou oui. Il y a toujours des personnages, mais qui peuvent être des adultes, des enfants, il n'y a pas de... Tout à fait. Tout simplement, des animaux. Là, c'est l'histoire qui veut... Enfin, ce que tu as inventé, là, qui est là-dessus. Avant qu'il te propose cette session-là, un peu comme ça, où on te laisse complètement libre pour faire des choses, oui. y a une chambre...
qui existe quelque part, qui a un numéro. Oui. C'est peut-être là que tout a commencé, enfin en tout cas un prémisse de ce travail là qu'on peut voir là autour de nous là. Tout à fait. Alors, C'est là que ça a quelle commencé. chambre, Pink? 122. La 122. La 122, où on retrouve des animaux empaillés. Alors, qu'est-ce que c'était que d'avoir voilà, cette espèce de complètement fou. On pourrait un petit peu se croire dans l'hôtel de Overlook Hotel de Shining et d'avoir voilà, sa chambre à soi là, parce qu'il y a ce couloir long là comme ça. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que d'avoir de trouver puis ce numéro quoi. Je sais pas s'il y avait des chiffres qui sont importants dans ta vie ou pas, de se retrouver dans cette chambre là, mais Eh ben en fait, elle m'a été attribuée vraiment de manière totalement simple. On a fait le tour avec Sylvie des chambres qui restaient à peindre, donc c'était au 4e étage. Et puis du coup, j'ai dit, celle-là, il y avait des décollements dans le plafond, et je me suis dit, c'est là qu'il faut que je me pose. Donc tu es senti chez toi. Ouais, c'est ça. Et donc, alors, comment tu l'as investi? Parce que là, il y a la dernière journée avant la fermeture, là, pour la saison, là, donc plein de gens vont venir la découvrir. Alors, qu'est-ce que tu as voulu y mettre, ton âme a voulu mettre, puisqu'on parle d'âme, là, juste avant, là, pour passer, d'accompagner. Donc, qu'est-ce que ton âme, ta sensibilité a voulu créer dans ce lieu? Eh ben, c'est là qu'a démarré, en fait, cette histoire de l'encou, puisque j'ai commencé à le traiter justement dans la chambre. Où j'ai apporté des animaux empaillés, où j'ai représenté cette fameuse petite fille passeuse d'âme qui, en fait, on voit, fait de la balançoire, peint des crânes de couleurs. Elle fait son travail de passeuse d'âme, mais de manière beaucoup plus douce. Et en fait, j'ai eu besoin, moi, les années après, et j'en avais discuté avec Sylvie et Gilles, de pouvoir vraiment faire une exposition uniquement sur ce thème-là pour prolonger et clôturer en fait cette histoire, et puis pour que les gens puissent comprendre effectivement le propos de départ que j'avais évoqué dans la chambre. Qu'est-ce que ça a été aussi parce que je parlais avec un artiste espagnol juste à l'instant, là, Camille. Il n'y a pas de lieu comme ça qui existe en Espagne. Donc, qu'est-ce que c'était et comment tu es rentré en connexion avec ce lieu complètement fou au centre de la France, là, avec deux énergumènes qui ont des visions et qui disent c'est là que ça va se passer. Mais quoi là, oui. Eh ben ça s'est passé comme tu disais tout à l'heure. On rencontre parfois des gens à des moments précis dans la vie. Et là, en l'occurrence, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que j'ai fait une exposition dans une galerie à Lons-le-Saunier. Et il s'avère que Gilles et Sylvie sont passés voir cette exposition que moi je les connaissais pas du tout. Hein. Et ils étaient accompagnés d'un copain artiste et qui leur a montré mon travail. Et en fait, ils m'ont contacté tout de suite derrière. Ça s'est fait vraiment, mais par le plus grand des hasards, quoi. Il n'y avait pas... voilà. On va dire que c'est du hasard, mais il y a autre chose certainement plus. Je ne sais pas. En tout cas, les âmes qui circulent et peut-être. Voilà. Tout à fait. C'est que ça devait se faire comme ça. Voilà. Bon, on va parler maintenant un peu musique. On pourrait parler des Stooges. On pourrait parler de qui je pensais à 1, 2, 3, 4, Go. On pourrait parler de Joy Division, de sous ces groupes-là. Enfin, des trucs peut-être plus punk que Joy Division, quoi qu'au début c'était assez punk. Hein. C'était Warsaw au début. Ouais, bon, voilà. Tout à fait. Donc on parlait hors micro et on en parlait un petit peu. La musique, donc c'est ce que t'écoutais à la maison et puis maintenant toi avec la pratique de l'instrument. Donc j'ai appris que tu avais un groupe en plus qui s'appelait Bonnie and Clyde. Oui. Donc vous êtes deux dans ce groupe. Alors nous sommes trois. Trois maintenant, 3, d'accord. Ouais. Alors est-ce que c'est un peu comme les Ted Red? C'est quoi Pas du tout. Pas du tout. On est sur de la chanson française folk jazz, on va dire. Et il y a beaucoup d'importance dans la composition et dans les textes aussi. Il y a beaucoup d'émotions. Enfin, on essaie de faire passer, soit de dénoncer, mais avec douceur, parce que je vieillis, donc du coup, autant j'avais commencé avec du punk où là, je pourrais crier, les sauter, voilà, où là, c'était le feu. Et en vieillissant, il y a les réflexions, l'expérience,
voilà, je suis passée aussi par D'accord, le donc côté métal, et du coup là c'est davantage doux. Donc d'accord, dans le groupe, donc quel musicien alors qui est présent, enfin quels instruments sont présents dans le groupe? Alors Jocelyn lui fait toute la partie guitare et la stompbox, donc il donne un rythme. Et puis il y a Romain aussi, lui qui fait de la contrebasse et saxophone. D'accord. Et puis du coup moi je suis au chant, trompette et puis percussion de temps en temps. D'accord, Donc, mais c'est toi qui écris tes textes, hein? Oui. D'accord. En grande partie, ouais, tout à fait. Parfois, on les fait à deux, mais très souvent c'est moi. Et parfois, il y a des amis qui nous proposent des textes aussi qu'on accueille volontiers. D'accord. Bon, une dernière question, parce que c'est bientôt l'ouverture du site. Ouais. Y a une question qu'on pose dans cette émission, c'est tiré d'un film d'un cinéaste polonais qui s'appelle Andrzej Zulawski. Le film s'appelle La Note bleue. C'est le dernier jour entre Frédéric Chopin et George Sand. Ils vont se quitter. Et George Sand dit... Quand le ciel est vide et que ça m'a fait mal et que je comprends plus rien à rien. Toi, Pink, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans des moments comme ça? Et comment as-tu traversé ces états-là, comme ça, où on est un peu perdu quand même? Eh bien oui, ça m'est bien sûr arrivé. Je pense que ça arrive à tous. Je pense que le principal, c'est vraiment de ne pas regarder trop à l'intérieur et dans le rétroviseur. C'est vraiment de se dire, au bout du chemin, il y a une petite lueur, il y a quelque chose, et on ne peut pas perdre espoir, parce que sinon, que vaudrait la vie, finalement? Bon, alors voilà. On va finir avec encore une fois à nouveau, parce qu'au bout du chemin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être justement cette chouette avec cette clé qui vous attend, quoi. Tout à fait. Voilà. Bon, merci beaucoup, Pink. De rien, belle journée.
Vous avez pu entendre les morceaux de son groupe d'ailleurs, Bonnie and Clyde avec Échappée Belle, et puis Ibrahim Malouf, Red and Black Light, voilà, c'était les choix de Pink. Entretien Fabien Eck, prise de son Melville Eck-Belay, musique Adrien Desrogeaux, création visuelle Stéphane Perrault, photo visuelle Philippe Lévy, la photo de Pink en plein travail est de Hervé Griset, et vous pouvez retrouver Pink sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, en tapant tout simplement Pink Heart Rose, donc Pink P-I-N-K A-R-T-R-O-Z. Voilà. Bonne journée et à bientôt.